donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du mois d'août 1789. L'objectif de cette communication, c'est de faire en fait un audit qui se voudra objectif, c'est-à-dire que je ne traiterai pas du fond, mais de la forme. C'est-à-dire uniquement l'analyse à partir d'un critère qui est le critère de rigueur, qui va être posé en termes de ligne directrice de cet audit. Et donc, on se basera sur deux normes qui sont supposées être des normes relatives à la rigueur, c'est la précision et la cohérence. Et puis, j'appliquerai à chaque article étudié des pénalités relevant de ces deux normes et éventuellement même un veto pour inconstitutionnalité en cas d'incohérence particulièrement grave. Donc, précision et cohérence. En fait, on s'apercevra qu'au terme de l'étude des 17 articles de la DDHC, on aura 18 Luc, tu nous as parlé de l'article 3 en nous disant qu'à ton avis, il faut l'interpréter de telle ou telle façon. Non, mais alors justement, on est bien au centre du problème. Si un article d'une table de la loi, d'une constitution, doit nécessiter d'être interprété par telle ou telle personne et que on n'est pas sûr de savoir ce qu'il faut bien comprendre, qui est-ce qui a la bonne interprétation? Donc, l'éternel problème. Je vais retomber, ça retombe sur ce qu'a dit Guillaume, c'est pas facile d'écrire une constitution précise. Tu as même donné un éclairage sur cette possibilité d'interpréter différemment l'article 3, mais ça peut être dit aussi d'autres articles, mais c'est vrai que l'article 3 est particulièrement vague, c'est qu'il fallait contextualiser la Déclaration des droits de l'homme. Ça nous ramène à quelque chose que disait Richard, c'est-à-dire que le sens des mots évolue et que les mots qui sont écrits dans un texte juridique à un moment donné, 2 siècles après, ils ne veulent peut-être pas dire la même chose. Et il faut se souvenir, qu'est-ce qu'on avait répondu à ce moment-là? Si les mots ne veulent plus rien dire, si les mots qui ont été écrits en 1749, ils ne veulent plus rien dire aujourd'hui, il faut les modifier. On fait une révision constitutionnelle, ils savent faire. Ils savent réviser la Constitution, ils ne se gênent pas pour le faire. Il faut une loi organique, ils se débrouillent. Bon, voilà. Donc, si ça n'a pas été fait, bon, eh ben, le citoyen lambda que nous sommes, on est bien obligé de lire ce qui est écrit. Bon, voilà. Alors, ensuite, Richard donc, nous dit que l'article 4 est une fumisterie. Oui, c'est une fumisterie. Il faut savoir pourquoi c'est une fumisterie. Bon. Et l'oppression n'est pas définie. L'oppression n'est pas définie. L'oppression, elle fait partie de ces fameux 4 droits naturels qui sont énoncés. Alors, on ne va pas engager ici le débat sur le droit naturel, il est prévu. Bon, non, voilà. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment dans son préambule, mais ensuite on se retrouve ça dans plusieurs articles, nous parle des droits naturels sans les définir, en les posant. Alors, c'est une chose de poser un droit naturel, mais c'est une chose de le définir. C'est-à-dire, si on dit la propriété, c'est ça, bon, on est obligé de l'accepter parce que soi-disant c'est un droit naturel, mais il faut savoir quand même qu'est-ce que c'est. Donc, si c'est à la fois un droit naturel, mais qu'il n'est pas défini, on est dans un flou encore plus important. Une chose très intéressante aussi que nous a dit Richard, c'est que la DDHC n'a pas été reprise. La Deuxième République a été reprise par Napoléon III et ensuite les autres l'ont prise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, alors, ça c'est une analyse globale de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pas forcément relative aux 4 premiers articles, mais il faut savoir par qui elle a été écrite. Elle a été écrite par Mirabeau et Sieyès, on va dire. Bon, plus 2-3 autres acolytes. Et elle a été écrite, en fait, par ceux qui ont tiré les ficelles de la prise de la Bastille. La révolution de 1789, qui a commencé avec un petit truc un petit peu joyeux, la prise de la Bastille. Ensuite, il y a eu des choses plus importantes. Il y a eu les tueries du Champ de Mars, des choses beaucoup, des émeutes. Bon,
le peuple était à la fois décidé à en finir avec la féodalité, avec la monarchie, mais il y avait derrière la caste des marchands qui piaffaient de se libérer des contraintes monarchiques et féodales qui l'empêchaient de développer son activité capitalistique. Donc, les penseurs de l'époque, qui ont constitué le groupe des Girondins, c'est eux qui ont fait cette déclaration des droits de l'homme, se sont attachés à, en fait, écrire la table de la loi d'une nouvelle monarchie qui ne serait plus de droit divin ou qui liée à une famille, la famille Capet, mais qui serait, disons, la propriété d'une caste, d'un groupe d'oligarques. À l'époque, il n'y avait pas le mot. Bon, mais c'était les marchands, voilà, et qui donc se sont attachés grâce à l'intelligence de gens exceptionnels, enfin, des gens comme Sieyès et comme Mirabeau aujourd'hui sont d'une capacité intellectuelle largement supérieure à tout ce qui existe aujourd'hui qui sort de l'ENA. Bon, il faut bien le voir, avec des moyens très en dessous, mais un niveau de réflexion extrêmement puissant. Bon, on écrit quelque chose pour pouvoir faire ce qu'on veut avec. Voilà, pour faire simple. Voilà, on va faire ce qu'on veut avec. Qui a l'air d'une table de la loi extrêmement populaire, etc., et qui en fait est au service d'une caste. Donc du coup, si on dit ça, on comprend de façon beaucoup plus facile les incohérences et les imprécisions de cette déclaration qui ont une utilité. Bon. Christian, alors, Guillaume, ensuite, Christian, une seconde. Est-ce que tu parles de marchands? Est-ce que ce sont les bourgeois ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est pareil, c'est pareil. La bourgeoisie, c'est les marchands. Voilà. Les marchands, c'est une caste nouvelle qui est apparue, qui a commencé à apparaître à la fin du Moyen-Âge. Ça a commencé avec les grandes foires internationales, les bateaux qui arrivaient, qui apportaient des choses, des produits d'autres pays. Et cette activité, l'activité marchande, qui ne pouvait plus se régler avec disons, quelque chose qui était issu du troc. Il fallait inventer également un moyen de fluidifier les échanges. Voilà, bon, ça a commencé comme ça. Alors, Guillaume, tu as dit, à la lumière des imprécisions et des incohérences que j'ai pointées, rien que sur ces 80 articles, tu dis, oh là là, donc qu'est-ce que ça doit être difficile d'être précis, parce que tu vois que c'est très important. Non, c'est pas difficile d'être précis. Je crois que c'est plus facile d'être précis que d'être imprécis en ayant derrière un objectif. Bon, voilà. Alors, après, si on essaye d'écrire un article de façon précise, on va s'apercevoir que ce n'est pas si difficile que ça. En tout cas, ça doit guider la rédaction. Ensuite, tu as posé une question extrêmement intéressante. Tu dis, est-ce que le glossaire… Alors, tu as dit, pour être précis, il y a d'une part la compréhension et la limpidité de ce qui est écrit, mais il y a aussi la signification des mots. Et donc, si le mot n'est pas défini, forcément, ce sera imprécis, même si la phrase est claire. Et donc, tu as dit, il faut donc un glossaire, il faut définir les mots qu'on emploie, ce que ne fait pas la Constitution. Est-ce que ce glossaire, il doit être dans la Constitution, il doit être un côté… Alors là, je réponds, oui, il doit être dans la Constitution. Même s'il y a 10 pages préalables de définition des mots qui vont être employés, c'est complètement nécessaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dira démocratie, ben on dira télé, c'est écrit là. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 36 000 interprétations, il n'y en aura qu'une seule, alors avec laquelle on sera d'accord ou pas d'accord. Et à ce moment-là, il y aura lieu éventuellement de faire une modification constitutionnelle et de modifier la définition du mot. Mais ça commence par là. Tout commence par le glossaire. Voilà. Bon. Et ensuite, tu dis tu disais, est-ce que c'est trop lourd, est-ce que ça va être trop lourd? Non, je vois, lourd ou pas lourd, c'est une grille de lecture qui me paraît importante et nécessaire et incontournable. Ensuite, tu as terminé en disant qui fait le droit, qui a écrit. Bon, j'ai déjà un petit peu répondu à ça. Qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens? Oui, c'était des gens qui avaient intérêt à ce qu'elle soit rédigée comme ça. Voilà. Qui écrit? Alors,
ça fait l'objet, me semble-t-il, hein, on a prévu de faire un atelier sur comment est-ce qu'on doit écrire la Constitution et qui doit l'écrire. Voilà. Richard, tu dis la DHC, c'est le carrefour entre la philosophie et le droit. J'irai pas si loin. Non, la DHC, c'est la partie principielle de la Constitution. Elle énonce des principes. Elle prétend énoncer des principes. Alors, les principes découlent peut-être de philosophie, je ne sais pas. Bon, c'est du droit quand même. Bon, et non, elle énonce des principes. Et puis, pour terminer très rapidement, quand je dis rester sur les 4 articles, moi, je vais donner en 2 secondes ce qu'il y a dans le premier article, c'est qu'on valide l'inégalité sociale. Ce qu'il y a dans le deuxième article, c'est qu'on énonce des droits naturels qui sont arbitraires et pas définis. Dans le troisième article, on nous parle de la souveraineté, qui est quelque chose de déterminant, on voit bien, pour l'élection présidentielle, on nous en parle pendant 2 lignes, sans comprendre ce que c'est que les souverainetés. On en parle et on en sait moins après avoir lu l'article qu'avant d'avoir lu. Et dans la 4e, l'article 4, c'est un fossoyeur de la liberté. Voilà, rien que pour les 4 premiers articles de la Constitution. Voilà moi ce que je retiendrai de cette partie de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme.